Bonjour. Je vous laisse lire le titre. On va parler de gouvernance donnée, des aspects stratégiques et des aspects opérationnels que recouvre ce sujet. C'est un sujet qui a déjà été largement évoqué par les intervenants précédents. Et on va essayer de descendre un petit peu dans les modalités de mise en œuvre d'une gouvernance au sein de cette présentation. Je suis Franck Régnier-Pécastin, je suis directeur au sein de la société Talent. Je passe rapidement sur mon expérience, j'ai plus de 20 ans autour de la data. Ce dont il faut d'abord se rendre compte, c'est que la révolution sur la donnée a déjà eu lieu, elle est derrière nous. Une entreprise, une organisation qui n'aurait pas compris que cette révolution est déjà du passé est quelque part une organisation ou une entreprise qui est déjà morte. Pourquoi on s'intéresse autant à la donnée ? Parce que la valorisation au travers des processus est quelque chose qui devient de plus en plus faible dans les entreprises, les nouvelles formes d'entreprises. Tout ça poussé par une digitalisation importante. Il y a aujourd'hui, parmi les sociétés les mieux cotées, que des entreprises qui sont issues du monde digital. Et je crois que ça, vous n'avez pas pu passer à côté de cette logique-là. On est très intéressé aussi par la donnée. Pourquoi ? Parce qu'elle est au service de l'humain. Ça nous a été dit juste là précédemment, mais elle est au service de l'humain aussi en entreprise. Au service de l'humain en entreprise parce qu'elle porte de nouvelles formes d'intelligence qui sont des formes d'intelligence collective ou des formes d'intelligence individuelle qui vont permettre de renforcer le pouvoir de la personne sur son propre métier, tout simplement. Moteur de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas une seule technologie qui sorte sur le marché qui ne soit pas directement reliée à de la data. Tout est data aujourd'hui dans l'innovation technologique, qu'on parle de blockchain, qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle demain de CDP, je reviendrai sur le sujet. Bref, tous ces sujets-là sont entièrement portés par une vision nouvelle qu'on a de la data. Alors, c'est quoi la gouvernance ? Certains disent que c'est la coordination efficace des pouvoirs, ressources et informations distribuées entre plusieurs mains. Moi, j'aime bien, comme définition, le fait que ça soit un aiguillon de haute performance, un souffle d'énergie qui doit contribuer à la création d'une valeur durable pour l'organisation. Du point de vue de la gouvernance des données, comment on traduit ces concepts-là ? Nous, la traduction qu'on a fait, c'est plutôt une traduction d'une approche qui fait de la gouvernance de la donnée une action de gérer, administrer des données comme des ressources d'entreprise, des assets, dans une optique de création de valeur et de réussite durable. Donc, on va gérer ces données, gouverner ces données comme on gérerait le patrimoine financier de l'entreprise, comme on gérerait le patrimoine intellectuel de l'entreprise. La data, c'est une nouvelle forme d'actif au sein des sociétés. Comment valoriser précédemment l'activité d'une entreprise ? Précédemment, l'activité d'une entreprise, c'était une entreprise vue au travers du prisme des process. Grosso modo, on avait des processus qui étaient décrits. Ces processus, on y mettait un responsable à la tête et ce patron des processus, il était considéré comme un bon manager si les résultats du processus étaient supérieurs aux entrants nécessaires au fait que le process se fasse. Cette vision-là a un petit peu vécu. Et elle a vécu parce qu'on voit que les cycles de renouvellement des processus sont des cycles longs. Les cycles d'innovation nécessaires aujourd'hui dans une société ultra concurrentielle ne permettent plus de rester dans des logiques qui sont des logiques où on a des signes de transformation des marchés au travers des KPI, au travers de ce genre de choses-là, qui n'apparaissent que longtemps après que les tendances se soient déjà installées. Donc si on veut être agile aujourd'hui dans le monde tel qu'il est,
il faut réfléchir différemment l'entreprise et différemment la chaîne de valeur au sein de l'entreprise. Donc toute la logique va être de quitter la vision purement process pour aller vers une vision qui soit une vision beaucoup plus agile de la société. Cette agilité, elle passe par quoi? Elle passe pas par le fait de jeter tous les processus parce qu'on a envie de jeter les processus. Elle passe par le fait de rendre disponible une quantité d'informations de plus en plus importante, de faire en sorte de mobiliser cette information d'une nouvelle manière pour aborder des problématiques de manière plus innovante. Et c'est à ça que sert la gouvernance de l'information, la gouvernance des données. Alors les apports du digital, ça a été quoi? Ça a été de repenser justement la chaîne de valeur. C'est-à-dire que là où on était séquentiel dans la structuration de... Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je l'ai là. Non, non. Voilà. Là où nous étions séquentiels avec une approche par process, ce qu'a apporté la digitalisation, c'est de casser la séquentialité. Et pour casser cette séquentialité, on a repensé les écosystèmes d'entreprise. Aujourd'hui, dans une chaîne de valeur d'entreprise, vous êtes dans des logiques d'écosystème. Et les parties prenantes qui interagissent au sein de cette chaîne de valeur sont de différents ordres, sont multiples. Vous avez sur l'aval de la chaîne l'univers client, vous avez sur l'amont de la chaîne l'ensemble de vos fournisseurs, vous avez vos prestataires logistiques, vous avez vos publicitaires, vous avez vos fournisseurs de technologie, vous avez tout un tas de parties prenantes. Et la constitution en filière, par exemple, qui a été évoquée tout à l'heure, fait partie de cette logique de constitution de réseaux qui se font sous de nouvelles formes. Maintenant, il va falloir générer de l'intermédiation entre tout ça. C'est-à-dire que là où on avait un joli process bien défini avant, et où on était capable, parce que de manière séquentielle, on avait dit il y a telle étape, puis telle étape, puis telle étape, puis telle étape, et ça durait un certain temps. Là, on est dans quelque chose qui doit être beaucoup plus malléable en termes d'interaction. Donc on va créer ce qu'on va appeler la plateforme digitale, qui est l'ensemble des vecteurs de collecte, de captation d'informations et de redistribution de cette information. Elle peut prendre plusieurs formes, et quand je parle de plateforme digitale, je ne parle pas de data lake, je ne parle pas de big data, je ne parle pas de tout ça. Pour moi, la donnée, ce n'est pas la donnée d'arrivée, c'est la donnée de début. Quand on fait de la gouvernance des données, on ne s'intéresse pas à savoir comment on va remplir un data lake et comment on va faire de l'analytique. Ça serait comme dire que quand un chien remue la queue, c'est la queue qui remue le chien. Ben non. Quand un chien remue la queue, c'est que son cerveau lui a dit « je suis content, donc je vais remuer la queue ». La donnée, ça se prend toujours par l'amont de la chaîne de captation de l'information. Et vous allez valoriser votre information parce que vous savez maîtriser l'ensemble de la chaîne de captation d'information. Et si vous ne travaillez pas d'abord sur la captation, vous ne pourrez pas travailler sur les usages opérationnels, métiers, et vous ne pourrez pas faire d'analytique avancée telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Donc cette plateforme, elle rassemble quoi? Elle rassemble des systèmes profonds, qui sont les systèmes historiques de l'entreprise ou de l'organisation. Si vous prenez une banque, si vous prenez une assurance, si vous prenez une société de télécommunications, vous n'allez pas faire refondre le cœur du système d'information de ces entreprises-là. Ce sont des cœurs d'information qui ont plus d'une soixantaine d'années pour certains. Autant vous dire qu'ils ne sont pas prêts d'y toucher et ils y toucheront certainement pas. Donc, on va venir compléter tout ça. On va venir compléter tout ça avec de nouveaux systèmes qui vont être des systèmes périphériques
qui vont permettre de continuer à interagir avec des systèmes profonds. On va venir collecter de l'information complémentaire de manière beaucoup plus large, que ça soit en captation sur les réseaux sociaux, que ça soit en relation avec les différents partenaires des différents écosystèmes qu'on évoquait précédemment, que ça soit par le fait de s'enrichir d'informations auprès de brokers d'informations. Donc, on va cumuler une masse d'informations beaucoup plus importante pour justement la rendre disponible à tous les intervenants de manière sélectionnée, pour que chacun puisse faire son métier le mieux possible, en ayant le meilleur rendement possible, d'accord ? Et en valorisant l'aval de la chaîne, à savoir la personne à qui vous vendez soit un service, soit un produit. Donc tout le but du jeu, c'est de passer d'une vision processus hypertrophiée à une vision où on va s'intéresser à des événements métiers qui sont les événements métiers à très forte valeur ajoutée que vous souhaitez mettre en œuvre. Un événement métier, pour l'ensemble des parties prenantes, c'est le même. Si je prends l'exemple d'Amazon, quand vous passez une commande sur Amazon et que vous cliquez « Achat », le moment où le client clique achat, en fait, ça coordonne l'activité d'un ensemble de partenaires. Le client, lui, a déclenché l'achat, donc on va lui prendre des sous. Il y a la chaîne logistique qui se met en marche. Il y a la rétribution des partenaires publicitaires qui ont amené la personne sur le site. Il y a la plateforme en elle-même, Amazon, dans le cas qui nous intéresse, qui déclenche un certain nombre d'activités de mise en coordination de l'ensemble des intervenants. Bref, ce qui va nous intéresser, c'est non plus de décrire comment je vous vends une cuisine et comment je fais semblant de renégocier 10 fois les étapes de vente de la cuisine en faisant semblant d'appeler le patron du magasin pour vous faire signer le plus cher possible, mais c'est de faire en sorte que l'événement métier qui vous intéresse, c'est-à-dire la vente, ou l'achat, dans ce cas-là, puisque c'est le même événement vu des deux côtés, soit valorisé et valorisable pour chacune des parties prenantes. Et cette valorisation passe par une meilleure gestion des données, passe par plus de données. Pourquoi plus de données ? Quand vous êtes sur un site internet, pour déclencher le petit clic d'achat auprès de votre clientèle, il faut lui donner de l'information, beaucoup plus d'informations que ce que vous donne un rayon de supermarché. On lui donne des informations techniques, on va lui donner des informations d'usage, on va mettre en avant une offre commerciale en fonction du contexte socio-économique de la personne qu'on a identifiée. On va utiliser des informations liées à la période de l'année ou à la météo du coin où se situe la personne en question pour mettre en avant et à disposition une façon de vendre ou des produits qui vont l'intéresser au moment où la chose se passe. Donc tout le but du jeu, c'est soit d'être dans le cône des possibles, soit de rester en dehors du cône des possibles. Être dans le cône des possibles, c'est quand on veut que l'événement recherché advienne. Typiquement, acte de vente, acte d'achat. Rester en dehors du cône des possibles, c'est quand on gère du risque. Typiquement, maintenance prédictive sur des systèmes d'information, sur des systèmes de distribution d'électricité, sur des éoliennes. Donc on va être dans des logiques où toutes les parties prenantes sont capables de dresser des arbres de cause-conséquence, les fameux Ishikawa, pour que l'événement arrive ou pour que l'événement n'arrive pas, en fonction du fait qu'on soit dans une logique productive ou une logique défensive face à l'événement concerné. Donc on a un amont de la chaîne qui se dessine, un aval de la chaîne aussi,
L'aval de la chaîne est celui qui va déclencher l'action. Toujours. L'amont de la chaîne, c'est toutes les ressources nécessaires à ce que l'action puisse se produire. Et toutes les parties prenantes représentées, en général, il y en a une qui est plus forte que l'autre. Dans le cas d'Amazon, c'est Amazon le plus fort. Avec les nouvelles formes d'économie, on reviendra dessus, notamment au travers de la blockchain, des smart contracts aidés par les IA, etc., etc. Ce sont des modèles qui sont en train de se rééquilibrer. Mais bon, c'est un autre débat. Cette vision amont-aval, en fait, peut se traduire sous la forme d'un business model. Et c'est ce que vous avez ici. Donc ça, c'est la représentation classique du business model Canvas, où vous retrouvez l'amont, l'aval de votre chaîne, vous retrouvez les circuits de distribution, les circuits de création de valeur, vous retrouvez les échanges financiers qui ont lieu, et comme on est dans la data et qu'il y a des dimensions éthiques et réglementaires, on rajoute les dimensions éthiques et réglementaires. Ça fonctionne quand on fait du digital et qu'on vend par exemple un service ou un produit sur Internet. Ça fonctionne aussi quand on est un data management office et qu'on crée un catalogue de services pour l'interne de son entreprise ou de son organisation. La réflexion est la même en fait. De quoi je vais avoir besoin pour rendre le service que je veux rendre? Alors on aura une analyse plus macroéconomique ou plus microéconomique en fonction du type de prestations qu'on souhaite réaliser, mais le fonctionnement, le type de fonctionnement est le même. Petit exemple de mise en œuvre autour d'une start-up qui voulait mettre en place des canaux de vente en entreprise et se poser la question de savoir si elle devait faire elle-même la cuisine de ce qu'elle mettait dans les réfrigérateurs intelligents, si elle mettait en place un système de traiteurs qui viendrait remplir ces canaux de vente, ça a encore sauté. Ou si elle se satisfaisait de vendre seulement sa machine, c'est-à-dire le réfrigérateur intelligent, et qu'est-ce qu'elle pouvait faire sur la base de ce réfrigérateur intelligent en termes de captation de données et de valorisation de l'information captée. Voilà. Tout ça se traduit donc par des relations qui apparaissent entre les différents membres de la chaîne de valeur. Ces relations sont des relations supply chain, demand chain, où il y a des retours et des échanges d'informations entre les différentes parties prenantes. La plateforme cumule l'information, d'accord, redistribue cette information de manière cohérente pour que chacun puisse faire au mieux son travail, avec une logique de réassurance pour l'aval de la chaîne en général et une logique de maximisation de la performance sur l'amont de la chaîne. Ça, c'est un impact direct sur les modèles de données qu'on va produire et la manière dont on va représenter la donnée. Aujourd'hui, la donnée représentée en arbre, c'est du passé. Comme je vous le disais, ce qui nous intéresse, c'est un événement métier en particulier. Cet événement métier en particulier, ici, il est représenté par le tout petit pont orange. C'est la commande. Acte de vente, acte d'achat. J'ai un certain nombre de données descriptives classiques de type référentiel ou pas, la description de mes produits, la description de ma chaîne logistique, la description de tout un tas de choses. C'est la sphère verte. J'ai des informations induites par le comportement de mes clients sur mon site internet, par exemple, ou par mes cartes de fidélité quand je suis dans de la distribution plus classique. C'est la sphère jaune. Et puis, je vais compléter ces informations-là au travers de brokers, au travers d'open data, pour venir renforcer ma vision des choses. Toutes ces informations, je peux les voir comme des calques. Là, j'ai fait un calque commande.
Je pourrais avoir un calque réception-livraison ou un calque production, si jamais je produis quelque chose, si je suis une usine ou une filière. Donc ma logique, c'est d'avoir de l'information décilotée et facilement réarrangeable en fonction de quelques métiers qui permettent la visibilité sur un événement à valeur ajoutée particulier, celui qui va intéresser l'entreprise. Un ou N événements particuliers qui vont intéresser l'entreprise. Donc quand on a fait des business models, qu'on a recensé toutes les données dont on avait besoin, ben on est capable de dresser ce genre de tableau-là, où on a les technologies nécessaires, les types de données nécessaires, où on a les standards qui s'appliquent à ces informations et quels sont les effets de levier que la donnée me donne sur ces éléments-là. Et puis on peut remonter comme ça jusqu'au canaux de vente et au business model qu'on va souhaiter opérer. Je parlais tout à l'heure de la société qui avait un réfrigérateur intelligent. Ben, il fallait choisir entre différents business models qu'on a analysés avec toutes les conséquences que ça avait en termes de mobilisation de ressources depuis le technologic soil jusqu'à la vision business model. Comment on va décliner tout ça? On va décliner tout ça au travers d'un cadre de gouvernance. Le cadre de gouvernance, il va être spécifique à chaque entreprise. Ce cadre, il va porter sur des éléments comme ma culture data, la maîtrise du sens et des lignages, sur l'offre de service du data office qui permet justement de restituer les informations de manière correcte et cohérente aux différents métiers qui, eux, génèrent la stratégie, donc le fameux événement métier qui va nous intéresser. On va avoir des règles and policies qui sont la traduction en opérationnel de la vision stratégique de l'entreprise. On peut avoir des architectures et des solutions. Bref, on a, là, on en a défini 6, mais on pourrait en avoir plus, on pourrait en avoir moins. Et surtout, on peut creuser, c'est-à-dire que dessous architecture et solutions, on peut avoir une partie cybersécurité, on peut avoir une partie architecture cloud, on peut avoir une partie droit d'accès, on peut avoir tout un tas de choses qui vont venir complémenter la vision qu'on a d'un cadre de gouvernance. Un cadre de gouvernance, hein, ça pose un cadre de réflexion. C'est fait exprès. Hein. J'ai pas touché. Vous avez fait quoi? Il faut que vous relanciez votre PowerPoint. D'accord. Ok. Un cadre de gouvernance, ça ne fait que poser un cadre de réflexion. C'est-à-dire donner un contexte pour mieux travailler. Ensuite, ce cadre, on va le décliner. On va le décliner sous forme de matrice. Et dans la matrice, on est capable de se positionner, de dire, bah, tiens, sur la partie organisation, je suis à tel niveau, niveau 0. Sur la partie méthode et outils, je suis au niveau 2, je suis au niveau 1. C'est quoi mon objectif? Je veux passer du niveau 0 au niveau 1, du niveau 1 au niveau 2, etc. Comme j'ai identifié là où j'ai été, là où je veux aller, je suis capable de décrire des fiches actions qui me permettent, une fois que l'ensemble des fiches actions pour passer de tel niveau à tel autre niveau sont réalisées, de dire, ben ça y est, je suis passé au niveau 1, ou je suis passé au niveau 2. Donc le fait d'avoir posé un cadre, de le décliner en matrice, de le sous-segmenter potentiellement, vous permet d'avoir une vision très fine des fiches actions à réaliser pour atteindre votre objectif. Alors on parle de moins en moins d'informatique. L'informatique est dans le moyen, dans cette logique-là. Aujourd'hui, la plupart des KPI calculés autour de la gouvernance des données sont des KPI métiers. Aujourd'hui, 69% des Chief Data Officers sont directement rattachés au business. Bon, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais sachez que la gouvernance des données aujourd'hui,
à une orientation de plus en plus métier, de moins en moins informatique. Ce qui ne veut pas dire que l'informatique n'a pas un rôle à jouer. Bien sûr qu'elle a un rôle à jouer. Mais la gouvernance en tant que telle est d'abord une question de stratégie, de déclinaison opérationnelle, de mise en place des moyens, et dans quel ordre, pour générer quelle valeur. C'est ce que ça décrit. Le rôle du CDO et de son data office. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail et vous lire tout le slide, parce que ça pourrait prendre un petit moment. Mais voilà, il est là pour mettre en place un cadre, pour décrire une feuille de route qui s'appuie sur ce cadre, pour définir des rôles et responsabilités de manière à ce que l'entreprise, la data devienne pervasive dans l'entreprise. Ça signifie entre autres travailler avec les RH, par exemple, au sein d'une structure. Il faut faire le lien entre les métiers entre eux, entre les métiers et l'IT. Il y a des questions qui sont liées aux problématiques d'appurement des dettes technologiques. C'est-à-dire que souvent, quand on travaille dans des entreprises qui ont structuré leur SI par couche sur des années et des années, ben, il y a un moment, il y a de la dette technologique, il faut apurer la dette technologique si on veut pouvoir continuer à faire de l'innovation. Ou en tout cas, essayer de faire les deux en même temps. Aussi, vous aurez accès à tous ces éléments-là. Il y a différents types de Chief Data Officer et de Data Office. Alors, on a plutôt commencé côté jeune, hein, à l'époque, les premiers étaient très très implantés dans l'IT. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers les métiers, soit sur des problèmes de conformité, ce qui a été le cas dans les banques et les assurances à partir de 2008 notamment, soit sur des problèmes d'expérimentation autour du big data qui nous ont vu mettre en place des chief data officers de type défricheur. Et maintenant, on a des gens qui sont avec des scopes beaucoup plus larges, en fait, et vraiment sur la valorisation telle que je vous l'ai décrit, autour des... c'est quoi les enjeux pour l'entreprise et comment la donnée répond à ces enjeux. Donc le Chief Data Officer, là-dedans, bah, lui, il doit décliner, donc passer de la stratégie, valider la maturité de son organisation face à tous ces enjeux-là, décliner la stratégie en politique, ça je vous l'ai déjà dit, mettre en place une culture data au sein de l'entreprise, et la dimension change est une dimension extrêmement importante. Il y a dans le vocabulaire actuel autour de la gouvernance des données une petite chose qui s'appelle la data literacy. Donc je vous laisse faire vos recherches sur Google. Mais grosso modo, il y a deux moyens de faire de l'acculturation au niveau de la data. Il y a la version jupitérienne, la direction générale dit c'est important, il faut. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on a des niveaux intermédiaires qui ont encore des modes de fonctionnement liés à la vision process et à leur position dans l'entreprise, les fameuses baronnies, d'accord, qui sont plutôt des freins à ce genre d'évolution. Et la data literacy, elle justement, elle cherche à faire en sorte que par le sol, par les opérationnels, on ait une appétence et une demande qui viennent. Donc si on combine l'injonctif et la mobilisation par les opérationnels, on va avoir beaucoup plus de leviers pour faire sauter les verrous qui sont les verrous d'évolution liés aux baronnies, liés au middle management. En général, on n'a pas de problème avec les directions générales. Les directions générales comprennent ces enjeux. On a de moins en moins de problèmes avec les opérationnels, parce que eux, ça leur facilite la vie. Et puis ce sont des millennials aujourd'hui. Ils sont nés avec un téléphone dans la poche et ils en sachent autant sur la donnée que leur patron, si ce n'est plus. Alignement des moyens, bon, ça on l'a vu, hein, fiche action, capacitaire, épurement de la dette, etc. Et besoin de voir les perturbations à revenir,
notamment au sein de l'écosystème. Et comme je vous dis, les écosystèmes sont en train d'évoluer. Alors, les premières formes d'écosystèmes, c'était des formes de type économie plateforme, les fameux GAFA, pour faire simple. Aujourd'hui, on va plus vers de l'économie de partage. J'ai un petit slide sur le sujet tout à l'heure, sur des supports liés à de la blockchain et à de l'IA, pour faire simple, en termes de support technologique. Mais c'est d'abord et avant tout des conceptions de réseaux partage qui doivent être réfléchies avant d'aller vers la couche technologique. De quoi on a besoin pour faire de la gouvernance des données et que celles-ci deviennent opérationnelles? On a déjà besoin d'avoir un outillage spécifique à la gouvernance des données. Et en général, ça passe par des dictionnaires sémantiques. Alors ça, c'est un type de représentation. Le dictionnaire sémantique, il est au centre, et puis il y a des process de prise en compte des demandes, gestion des demandes, accompagnement, catalogue de services qui peuvent accompagner le dictionnaire sémantique. Je vais m'arrêter un petit peu sur le dictionnaire sémantique parce que c'est là qu'est porté le sens au sein de ce que doit capitaliser le Data Office. Et ce sens, il est à la fois technique et à la fois métier. Sur la ligne du haut, j'ai les data catalogues, c'est-à-dire ce que j'aspire des systèmes d'information, le formalisme que je vais trouver dans ces systèmes d'information. Ensuite, je passe au dictionnaire sémantique. Ça, c'est la définition métier qu'en donnent les métiers, les fameux data owners. Le ownership en gouvernance, ce n'est pas celui qui possède la base de données. Le ownership en termes de gouvernance, c'est celui qui a le droit de définir la data. Ou le KPI, ou l'événement métier, ou ce genre de choses-là. Ensuite, on remonte vers la couche technique pour connaître les traitements qui sont opérés avec ces données-là. Quel KPI je calcule en fonction de quelle définition et de quels attributs que j'ai définis dans le dictionnaire sémantique et dans le data catalogue. Tout ça pour redescendre sur des usages qui peuvent être des usages plus ou moins complexes. Ça va de l'IHM, un collaborateur dans une agence bancaire, à des choses un peu plus complexes liées, je parlais de maintenance prédictive tout à l'heure, mais ça peut être aussi des usages où un opérationnel sur chaîne va avoir des lunettes de réalité virtuelle, enfin de réalité augmentée, pour pouvoir favoriser le câblage des avions sur lesquels il travaille. Couplé à des systèmes de GLMAO, etc. Donc dans les petites nouveautés du marché aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne vais pas vous parler d'IoT, de Big Data, parce que c'est déjà, on est déjà dedans, on va dire. Ça, on n'y est pas encore. Ça, c'est les Customer Data Platform. Alors, il y a les premières qui sont en train de se mettre en œuvre. C'est quoi une Customer Data Platform? C'est le lien entre la data et le digital. Donc on a tout un backbone data, ma fameuse plateforme, avec tous les vecteurs de captation, de mise en qualité, de stockage, de définition du sens, de redistribution. Et on a toute l'omnicanalité pour chacune des parties prenantes, par rapport à ce que je vous ai expliqué au tout début. Donc mon omnicanalité, elle n'est pas que pour le client. Elle est pour le service logistique, elle est pour le service comptable, elle est pour etc., etc. Basée sur la même chaîne de valeur de données. Et donc le Customer Data Platform porte assez mal son nom. Parce que bien sûr, dans une CDP, on n'a pas que du customer. On a tous les produits qu'il achète, on a des informations bancaires, on a des informations de contexte. Et là aussi, je vous rappelle, le petit dessin en 3 couches avec le modèle de données en plusieurs couches, le vert, le jaune, le bleu, et mon événement métier au milieu.
Ça, c'est l'animation de réseau de confiance. Entre parenthèses, supporté par la blockchain, au travers de smart contracts, etc. Ce que je vous présente là, c'est les typologies de blockchain qu'on peut retrouver, les typologies de réseaux de confiance qu'on peut trouver aujourd'hui. Et il y en a de plusieurs types. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que technologiquement, on a des blockchains privées, des blockchains publiques, on a des blockchains où les relations sont cachées entre les différentes parties prenantes. C'est la performance interne, c'est ce qu'on a en bas là. Et puis on a le marché pur. Le marché pur, on est plutôt sur la blockchain publique, on est plutôt sur du vrai partage de valeur. Et on s'est rendu compte assez récemment que les smart contracts, de la même manière que les IA pouvaient avoir des biais en lien avec les informations qu'on leur donnait pour les alimenter et faire en sorte de les faire grandir, les smart contracts peuvent aussi avoir des biais. Donc les derniers travaux aujourd'hui pour aller vers des formes les plus évoluées autour des blockchains, donc pour avoir des réseaux de confiance qui soient vraiment des réseaux de confiance, portent sur des smart contracts légèrement adaptables au travers d'IA, justement. Donc on commence à pousser la chose assez loin en termes de complexité technologique. C'est bien pour ça que la maîtrise de la sémantique, la maîtrise du lignage, la maîtrise des traitements, la maîtrise des cas d'usage, une fois qu'on a passé toutes ces problématiques stratégiques, de vision métier, est essentiel parce qu'on ne peut pas mettre en place ce genre d'outils si jamais on ne maîtrise pas l'ensemble de la chaîne d'information qui va alimenter tout ça. Je vous remercie et je suis disponible pour quelques questions. Oui, on va prendre là. Est-ce que les acteurs IT aujourd'hui ont encore leur place dans la data ou c'est plutôt des fournisseurs ou des fournisseurs, des prestataires qui font du métier? Alors la question est très bonne. C'est de plus en plus le métier qui a la main en entreprise. Hein. Et en termes de fournisseurs, les ESN purs doivent travailler avec des réseaux de start-up. Sinon, elles ne peuvent pas se positionner sur les sujets que je suis en train d'évoquer, notamment les deux derniers que j'ai évoqués. Voilà. Très clairement, l'informatique d'hier, c'est fini, quoi. Alors, il y aura besoin d'informatique, hein, savoir où est-ce qu'on met cette informatique, est-ce qu'on la met dans le cloud, comment on la sécurise, etc. Mais on va retomber sur des choses qui vont être des choses un peu plus classiques. L'innovation en tant que telle passe de plus en plus souvent et par les métiers et par des startups, ouais. Très clairement. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Peut-être sur le dernier test, vous disiez que c'était par contrat qu'il y avait des biais. Est-ce que vous auriez un exemple un peu plus concret? Parce que moi, c'est Là, je vous ai perdu tout le reste des sujets à peu près. Là. ouais. Alors, c'est des travaux de recherche universitaire qui portent là-dessus. Mais en fait, il y a des biais dans la répartition de la valeur. Parce que le smart contract, justement, c'est la clé de répartition de la valeur entre les différentes parties prenantes au sein de la blockchain. Et c'est cette répartition initiale qui souvent a tendance à bouger dans le temps, légèrement, parce que on se rend compte que les blockchains deviennent de plus en plus protéiformes. C'est-à-dire qu'on a des réseaux de blockchains. Donc on va rendre les blockchains de plus en plus modulaires, ce qui impacte sur le nombre de parties prenantes au sein de ces réseaux de blockchain. Et donc, on doit avoir des smart contracts qui s'adaptent à cette évolution. Et ça, le smart contract de base, il ne sait pas le faire. Voilà. Donc, ça mériterait une conférence rien que sur ce point-là. Notre spécialiste s'appelle Mathieu.
Il habite à Rennes. D'autres questions? J'ai fait peur à tout le monde, en fait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne fin de salon. Merci à vous.